l'humanité plonge ses racines dans une histoire millénaire. La Chine d'aujourd'hui, baignée par les eaux du fleuve Jaune et du Yangtze, n'échappe pas à cette règle. Dans le nord d'une terre immense, d'un empire aux 1000 visages, des hommes ont forgé une nation. Ils ont dompté le cours des fleuves et apprivoisé une terre douce comme de la soie. Ils ont maîtrisé la fonte des métaux jusqu'à aboutir à un art qui leur a permis de tutoyer les dieux. Pour ces Chinois du Nord, austères et courageux, l'horizon avait valeur de symbole. C'est de là que l'ennemi pouvait surgir, mais c'est aussi vers là que s'étendait un empire toujours plus vaste. En unifiant un territoire immense, un empereur a bâti une nation à sa mesure. En édictant des lois et en élaborant une philosophie originale, il a forgé un héritage. Pourtant, là où tout a commencé, il n'y avait rien d'autre que de la terre et de l'eau. Il prend le ciel pour chemin, la terre pour chariot, les 4 saisons pour chevaux. Il a la pluie pour lui frayer la voie, le vent pour en balayer la poussière. Il fait de l'éclair son fouet et du tonnerre les roues de sa voiture. Il s'élance au gré des nuages flottant dans le ciel. C'est le somptueux Feng Yi, le dieu du fleuve jaune. Cette terre qui s'étend à perte de vue a beaucoup voyagé. Poussière sédimentaire amenée des déserts d'Asie centrale par le vent, le Leuce est d'une fertilité sans égale. Des villages entiers vivent de son exploitation. En hiver, lorsque les rafales violentes viennent tenter d'arracher aux collines ce trésor naturel, tous les paysans tentent de stabiliser les sols. Car le Leuce est aussi fin que doux et la moindre bourrasque le pousse à poursuivre un périple débuté il y a bien longtemps. Les hommes se sont installés ici depuis plus de 10 000 ans. C'est grâce à cette terre que la civilisation a vu le jour en Chine. Elle est tout à la fois le terreau primordial et le matériau de bien des inventions. Jamais une civilisation ne se sera autant confondue avec la terre qui l'a vue naître. Les jours de tempête, le Leuce se fond dans l'eau qui dévale des plateaux du Nord. Le limon millénaire a donné son nom à l'un des plus grands fleuves du monde, le fleuve Jaune. À plus de 20 000 km de l'Europe s'étend un pays de 10 millions de kilomètres carrés. C'est là, entre fleuve Jaune et Yangtze, qu'est née la civilisation chinoise. Le fleuve Jaune, il a joué un rôle absolument fondamental. Il a été en fait le berceau de la civilisation en Chine du Nord, au même titre que le Yangtze-Kiang l'a été pour la Chine du Sud. C'est lui qui a façonné tout le paysage de cette région, cette Chine du Leuce, la terre jaune, caractéristique de la Chine et auquel les Chinois s'identifient. C'est le symbole de la Chine idéale dans ce qu'elle a de plus chinois. Et ça a été aussi, bien sûr, la terre sur laquelle les premiers agriculteurs se sont installés, puisque ce Leuce c'est une terre extrêmement fertile, hein, et c'est au bord du fleuve Jaune et de ses affluents que se sont installés les premiers villages d'agriculteurs.
Aujourd'hui, ce paysage de la Chine du Nord irrigué par le fleuve Jaune ressemble à une grande plaine semi-désertique, jaune, bordée de terrasses de Leuce. Mais aux alentours de 6600, 4000 avant notre ère, il faut imaginer au contraire une vaste forêt de feuillus qui couvrait à peu près toute la Chine du Nord jusqu'à la limite de la Mongolie. Dès leur implantation, les premiers groupes humains ont coupé la forêt de ces plateaux où ne tombe que 400 mm de pluie par an. Cette déforestation a détruit plusieurs milliers de kilomètres carrés de bois. Il y a 3000 ans, arbres et arbustes formaient 80% du paysage de cette région. Aujourd'hui, ils n'en constituent plus que 5%. Voilà à quoi ressemblaient les hauts plateaux il y a 5000 ans. Ici, à Huangling, par la volonté des souverains, la forêt primaire a été préservée. Il y est encore formellement interdit de couper du bois. Pour les Chinois modernes, cet endroit est magique. Il garde le souvenir du passé et, selon la légende, des arbres auraient été plantés par certains empereurs de la première grande dynastie, les Ying, il y a 3500 ans. En s'enracinant dans le Leuce, ces futaies ont permis aux nappes phréatiques de se stabiliser et aux sources de rester abondantes, une exception sur les hauts plateaux. Le bois a été sacrifié à la grandeur des premières dynasties. C'est de lui que la civilisation a tiré sa force vitale. C'est grâce à lui que les artistes ont pu perfectionner leur art. C'est avec ce bois que les Ying ont pu construire les premières tombes monumentales de leurs souverains. En 1928, dans la province du Henan, à quelques kilomètres de la ville d'Anyang, les expéditions archéologiques qui se succèdent font de fabuleuses découvertes qui vont bouleverser les connaissances sur la Chine antique. Pour la première fois, des tombes somptueuses fournissent la preuve de la puissance de l'État dans le nord de la Chine, 1600 ans avant notre ère. Très vite, les fouilles vont s'étendre sur un vaste territoire englobant toute la région. Après la fouille, les chantiers autour d'Anyang ont été soigneusement rebouchés. Le professeur Tang connaît l'emplacement exact où se trouvait l'un des premiers tombeaux exhumés dans la plaine. Cette photographie montre le site de fouille des tombes des rois Yin. Cette image est prise à partir du sud, en faisant face au nord-ouest, exactement où nous nous trouvons maintenant, dans cet angle-là. C'est le centre de la tombe, et ce passage s'étend vers le nord, pendant 22 mètres, le long de cette route. Le passage dans lequel sont ménagées des marches descend doucement et nous amène 13 mètres sous la terre. On se rend donc compte que la tombe des rois Yin est une structure gigantesque et complexe. Ces souverains sont parvenus jusqu'à nous après 3500 ans et la taille de leur tombeau montre le niveau de civilisation atteint par les Yin. Les premiers découvreurs du site pouvaient être étonnés. Devant eux s'étendait une tombe au plan cruciforme,
le bras le plus long courait sur 82 mètres du nord au sud, le plus court pointait d'est en ouest sur 53 mètres. La construction de l'édifice avait sans nul doute nécessité des travaux colossaux, mais elle réclamait en plus un solide sens de l'abstraction géométrique. La rampe d'accès la plus longue descendait en pente douce au cœur de la tombe. Elle permettait d'y transporter le corps du souverain sans aucun effort. Au centre de la tombe se trouvait le Guoshi, la dernière résidence du roi. C'est là qu'était déposé son sarcophage et celui de l'épouse choisie pour l'accompagner durant son dernier voyage. Tout autour des dépouilles du couple royal, les archéologues ont retrouvé des centaines d'ustensiles en bronze, vases, poteries et divers ustensiles de jade. Cette vaisselle sacrée était destinée à servir aux défunts dans l'au-delà. Quant à certains objets de jade, ils s'avérèrent être des instruments de mise à mort utilisés lors des sacrifices humains. En 70 ans de fouilles, les archéologues exhumèrent 11 sépultures conçues sur le même plan. Pratiquement toutes avaient été pillées, mais la plupart recelaient encore de fabuleux trésors. En retrouvant les entrailles de la terre, les premiers rois rejoignaient la matrice de leur univers, ce sol dans lequel s'enracinaient leurs traditions et leur art de vivre. Il y a 3600 ans, sur les bords du fleuve Jaune, dans la région de Shenzhou, s'étendaient des champs de millet, de blé ou de soja. Au nord de cette zone, le voyageur pénétrait dans le pays des barbares, des nomades vivant de l'élevage avec lesquels les paysans du Leuce entretenaient de nombreuses relations commerciales. Mais le Leuce est bien plus que ce terreau fertile, propice au développement des cultures. Il a gardé l'empreinte du passé de la nation chinoise et ses multiples qualités ont été vite exploitées par les artistes et les bâtisseurs. Le Leuce a conditionné l'évolution de la civilisation chinoise à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est une terre fertile, donc c'est sur le Leuce que se sont développées les cultures du millet, puisque la Chine du Nord, c'est la culture du millet par opposition à la Chine du Sud, verdoyante, plus humide, qui est la Chine du riz. Et puis le Leuce n'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi la matière première qui domine tout le paysage et dont peuvent disposer les habitants, les paysans de la région, aujourd'hui comme hier. C'est le matériau qui a servi dans l'architecture chinoise depuis l'origine. C'est avec le Leuce, parfois mêlé d'argile, que l'on construit les maisons des paysans, mais aussi les palais des rois, ou les enceintes des premières villes fortifiées. C'est avec le bois la matière première essentielle de l'architecture chinoise. Il y a 3600 ans, les paysans chinois ont fait une découverte. Tassées, compressées, les fines particules du Leuce s'agglomèrent en un ensemble aussi solide que la pierre. Une qualité providentielle dans ces régions, car à la nuit tombée, les éléphants, les rhinocéros et autres animaux sauvages sortaient des forêts épaisses pour dévaster les cultures et dévorer les troupeaux. Aujourd'hui encore, les agriculteurs des hauts plateaux du nord de la Chine utilisent cette méthode pour construire les murs qui entourent leurs champs. La terre, patiemment damée dans un châssis de bois, acquiert, en séchant, les mêmes qualités que la brique.
Les applications de cette technique de construction, surnommée Banzhou par les Chinois, ont largement dépassé le cadre de la construction domestique. Ces murs de terre, dressés au cœur de la ville moderne de Zhengzhou, sur les berges du fleuve Jaune, ont plus de 3000 ans. Le temps et les intempéries ne semblent plus avoir de prise sur eux. On estime que chaque couche de l'os était épaisse de 10 cm. Pour édifier certains tronçons, les maçons chinois en ont superposé plus de 100. On a du mal à imaginer la patience et la minutie qu'a exigé cet immense chantier. L'enceinte mesure 7 km de long, elle est haute de 9 mètres et large de 20. Cette fortification de Titan protégeait le cœur de la cité royale, capitale des Ying. Pour la bâtir, 10 000 travailleurs se sont relayés tous les jours pendant 18 ans. Ce monument est la preuve de la puissance et de l'évolution d'une civilisation qui possédait un système d'écriture pictographique relativement évolué, avait mis au point des méthodes divinatoires complexes et effectuait ses premières observations d'astronomie. En 500 ans de règne, les rois Ying plantèrent les bases d'un État conquérant. Le musée de Yingsu abrite les vestiges sacrés d'une dynastie dont toute l'autorité est symbolisée dans l'art de travailler le bronze. Ces vases de bronze témoignent de la grandeur passée. Ils sont les messagers d'un peuple qui, très tôt, a su tirer avantage des gisements d'étain et de cuivre présents dans la région du fleuve Jaune. Aucune civilisation de l'Antiquité n'a abouti au niveau de perfection atteint par les artisans Ying. En fondant ces vases utilisés lors des cérémonies, ils servaient à la fois leur dieu et leur souverain. Les rois Ying ordonnaient la fonte de ces pièces pour renforcer leur pouvoir et réaffirmer leur rapport avec l'univers céleste. Les taoti, arabesques complexes dessinées sur la surface des vases, nous révèlent les rapports que les Ying entretenaient avec les divinités. Les courbes dessinées dans la masse, les saillies forment le visage stylisé de cette déité aussi crainte qu'adorée. Pour dompter leur univers et le transformer à leur image, les Ying ont affiné les alliages. La métallurgie a constitué le cœur de leur développement matériel et spirituel. La métallurgie marque une étape extrêmement importante dans le développement de la civilisation, puisque avec le bronze apparaît l'âge du bronze, l'écriture, la formation d'un État centralisé, les premières villes issues du néolithique, tout un ensemble de constructions, une structure sociale qui marque une étape absolument déterminante dans la civilisation chinoise. Et c'est aussi à travers la maîtrise de la métallurgie que les souverains chinois vont acquérir la force et le pouvoir qui va leur permettre d'étendre leur territoire, voire d'entrer en conflit les uns avec les autres et d'étendre leur foyer de civilisation. Bien sûr, cette civilisation du bronze s'est installée là, à proximité de mines de cuivre, mines d'étain, qui servaient donc à fabriquer cet alliage, mais aussi dans des endroits où le leuze pouvait être utilisé pour la fabrication des moules qui servaient à la coulée de ces grands récipients en bronze. Il fallait aussi la présence d'eau et de bois, justement,
pour que cette métallurgie puisse se développer. Et si l'on regarde la carte, on s'aperçoit que justement ces premiers foyers de la civilisation du bronze correspondent aux zones riches en minerais, en eau et en matières premières. Les scientifiques japonais ont reconstitué le rituel des sculpteurs yin. En retrouvant les gestes et les matériaux, en redécouvrant les mélanges, ils ont ressuscité un art vieux de 3600 ans. Comme des alchimistes, ils ont percé le secret de la fabrication des vases de bronze, les dignes et les lei, des pièces hautes de près d'1 mètre pesant plus de 120 kilos. Ce mystère résidait dans le lœss qui servait aussi à fabriquer d'énormes moules. Maître Mitsuru Kashi a retrouvé l'art de transformer le lœss en argile. La terre, humidifiée et malaxée, épouse l'empreinte de l'original. Les plaques s'ajustent au millimètre. Le montage de l'ensemble réclame des heures de patience. C'est une copie magnifique. Une autre terre se serait effritée. Mais avec cette terre-là, la copie des motifs est juste comme il faut. Et la plaque de terre ne se détruira pas. Seul le lœss, terre fine et soyeuse des hauts plateaux, pouvait permettre une telle prouesse. Les fines arabesques couraient sur la surface de chaque pièce, empreinte en négatif de la cosmogonie des peuples de la Chine du Nord. La terre féconde, celle qui permit à la civilisation de s'enraciner et de grandir sur les bords du fleuve jaune, servait aussi l'art et la religion. Dans ces lei de bronze, le souverain offrirait du vin aux dieux, symbolisant son union avec des forces célestes dont il essayait de s'attirer les bonnes grâces. Aujourd'hui, les artisans japonais ressuscitent cet art. Après que le moule a été chauffé pendant plus de 8 heures, les sculpteurs y déversent le métal porté à plus de 1000 degrés centigrades. Seul le lœss, aux propriétés exceptionnelles, peut résister sans rompre à une température aussi élevée. L'intérieur du moule, au contact du liquide incandescent, devient aussi dur que la pierre. Il absorbe chaque aspérité et c'est au burin que les ouvriers libèrent le vase de sa gangue. La matrice ne servait qu'une seule fois. Chaque pièce était unique et son prix inestimable. Elle transmettait le message des dieux. Lorsqu'ils observaient l'éclat de ces faces resplendissantes de soleil, les fidèles étaient subjugués et effrayés, car le visage du dieu brillait de 1000 flammes, fournissant ainsi la preuve de son existence. Le son caverneux qu'émettait le vase interpellait les foules lors de longues litanies. À la même époque, les prêtres élaborèrent de complexes méthodes de divination en gravant des os de signes occultes. Les messages pour les dieux étaient partout et la foule des croyants comme les souverains implorait leur aide. Le
bronze, tout d'abord en tant que matériau, c'est le matériau de l'élite. C'est le symbole du pouvoir et du rituel. Donc il est un reflet de la société extrêmement important. Le bronze, à l'époque des Shang ou l'époque d'Anyang, leur dernière capitale, est réservé à la fabrication des armes ou des bronzes rituels qui étaient utilisés dans le cadre du culte des ancêtres. Ce dragon imaginaire fixe l'éternité. Surnommé Sigon par les fidèles, ce vase contenait le vin offert aux dieux durant de splendides cérémonies. Régulièrement, le souverain convoquait des danseurs et des prêtres pour un grand banquet en l'honneur des divinités. Le bronze devenait alors un intermédiaire entre lui et le dieu. Cette relation exclusive préside aux destinées du royaume. Mais seul le prince peut percevoir les voix qui lui indiqueront le chemin à suivre, la conduite à tenir, et lui diront si la saison des pluies sera propice aux récoltes. Lors de ces libations, les mets et les liqueurs arrivent des 4 coins du pays. Le roi les présente aux dieux, puis absorbe cette nourriture sanctifiée qui renforce son pouvoir spirituel. La foule assiste à ces rituels, regardant, dans les vapeurs d'encens, des centaines de danseurs honorer les dieux et leurs souverains. Les récipients de bronze des tombes Yin contiennent toute la magie de ces instants de prière. Ils témoignent aussi d'un monde disparu. Toute la faune des forêts des hauts plateaux s'offre en lente procession des rhinocéros, des éléphants. Les monstres mythiques apparaissent aussi et leurs gueules grandes ouvertes dévorent des humains. Objet d'adoration du peuple Yin, ces bronzes reflètent aussi leur peur, car des nuages noirs enveloppaient souvent les campagnes. Les Yin savent que la guerre fait partie de leur vie quotidienne. Et le bronze ne sert pas seulement à fabriquer des objets rituels. L'art de la guerre va jouer un rôle très important à l'époque des Shang, à l'âge du bronze. Et le bronze, donc ce matériau noble par excellence, va être utilisé aussi pour fabriquer des armes. Et ce qui touche au domaine de la guerre, puisqu'il sera utilisé aussi pour fabriquer les chars. Le char étant aussi un symbole de pouvoir, de royauté. Quelle ne fut pas la surprise des archéologues lorsqu'ils exhumèrent des décombres des cités des milliers de moules, pointes de flèches, de lances. Ces matrices de pierre ou de l'euse permettaient la production en série de tout un arsenal. Désormais, la culture du bronze abandonnait les fastes des cérémonies en l'honneur des dieux. Les rituels s'effaçaient devant la guerre. Ces procédés de fabrication quasi industriels permirent aux différents royaumes de lever des armées immenses. La convoitise, l'attrait pour le pouvoir, les haines séculaires purent s'exprimer dans des guerres effroyables. La Chine sombrait dans un conflit perpétuel qui devait durer 1000 ans. Il y a 3000 ans, l'empire des Shang, attaqué par ses voisins Tchéou, s'effondre. La cité d'Anyang est mise à sac. Le pouvoir se déplace vers l'ouest, mais les grands royaumes sont morcelés en petits États indépendants et rivaux. Et pourtant, dans ce chaos effroyable, les cours royales rivalisent d'audace et de créativité. Du néant émergent de nouvelles représentations de l'univers. C'est l'heure du confucianisme et du taoïsme. Sur les vases, les représentations humaines se substituent aux dieux. Ces femmes ramassent des murs, des musiciens jouent.
Les danseuses officient pendant que les hommes se préparent à la guerre. À partir de 650 avant notre ère, l'instabilité chronique se transforme en terreur. Les aventuriers sans pitié remplacent la chevalerie. Les batailles de masse succèdent aux escarmouches. Les cités brûlent et les représailles se multiplient. La fouille d'un champ de bataille non loin de la ville de Yingsu a révélé aux archéologues le sort réservé aux vaincus. 1500 fosses, comprenant chacune 5 squelettes, furent découvertes sur le site. 7500 hommes avaient eu la tête tranchée. Leurs vainqueurs pensaient les empêcher revenir de l'au-delà. Pendant 400 ans, la Chine a vécu au rythme de ces exécutions et des déportations. Dans les massifs du sud de la Chine, si différents des austères plateaux de la vallée du fleuve Jaune, les paysans gardent en mémoire ces heures terribles, car les Qiang ont été victimes de ces luttes fratricides. La guerre les chassa de leurs terres et ils se réfugièrent alors dans les hauteurs sur le territoire de l'actuelle province de Sichuan, après plusieurs milliers de kilomètres d'exode. Pour exorciser leur frayeur de voir apparaître l'ennemi, les Qiang construisirent de hautes tours de pierre qui gardent encore les accès aux montagnes. Des milliers d'années après le long voyage, les chamans chantent encore la tragique épopée. Leur mélopée court au flanc des montagnes, transmettant le souvenir d'un peuple spolié. Pendant 600 ans, sur les frontières de l'Ouest, le plus redoutable des royaumes combattants a forgé sa valeur au contact des barbares. Les Tsin vont faire plier tous leurs rivaux. À partir de 230 avant notre ère, grâce à leur maîtrise du fer, ils soumettent toutes les principautés. Un État féodal autoritaire et centralisé voit le jour. La Chine se fédère autour d'un homme, Shi Huangdi, le premier auguste seigneur, le premier empereur d'une Chine immense, enfin unifiée. Le chevalier n'est pas de notre monde. Il se nourrit librement de brumes roses, son corps se dissout au gel de l'esprit, sa parole dit le silence de l'immortel. Ennemi du commun, il fuit la multitude.
Ami des solitaires, il cherche la montagne. Si parfois se déchirent les ailes du sphinx, nul ne peut dompter l'esprit du dragon. 29 mars 1974. La Chine est un pays cadenassé, fermé. La Chine est muette. Pourtant, la nouvelle fait rapidement le tour du monde. En labourant son champ dans la plaine du Guangzhou, non loin de la tombe de Shi Huangdi, un paysan a mis au jour le trésor le plus fabuleux depuis la tombe égyptienne de Toutankhamon. Pourtant, la zone est bien connue des spécialistes. Qui d'ailleurs peut rater cette pyramide de terre de plus d'1 hectare de superficie? Mais le site n'a jamais été fouillé et les légendes racontent que la tombe renfermerait des trésors. Cette fois, la découverte est d'importance. Ce que le soc de la charrue a révélé, à l'est du tombeau, ce sont des statues à taille humaine. 1, 2, puis 10 retrouvent la clarté du jour. Les équipes de fouilleurs n'y suffisent plus. Partout rôde le fantôme de l'empereur Shi Huangdi. C'est lui qui a ordonné la construction du mausolée à sa gloire. Mais qui est-il vraiment? Shi Huangdi est un personnage extraordinaire qui est devenu un mythe à lui seul. On le connaît à travers les écrits de Sima Qian, le grand historien chinois de l'époque, qui en dresse un portrait physique et moral. Bon, déjà, au physique, c'est un personnage très particulier, avec un nez proéminent, des yeux larges, une poitrine d'oiseau de proie, une voix de chacal. Enfin, c'est un personnage tyrannique et qui en a les traits, les signes extérieurs. Il est décrit aussi comme un dévoreur d'hommes, avaleur de tout contradicteur. Bon, on verra d'ailleurs que quiconque s'opposera à lui mourra de mort violente. C'est ainsi que finiront aussi les anciens livres, les classiques chinois qui n'entraient pas dans ses vues seront brûlés lors d'un grand auto-da-fé. C'est aussi un mégalomane d'une certaine façon, quelqu'un qui se veut au centre du monde. Après quelques jours de fouilles, les archéologues se rendent à l'évidence. Toute une armée les attend en ordre de bataille. Shi Huangdi n'est pas parti seul pour son dernier voyage. En plus des esclaves sacrifiés pour le servir dans l'au-delà, il s'est fait fabriquer une armée de terre cuite. 8000 fantassins et chevaux défilent sous leurs yeux. Les lanciers, les archers, les conducteurs de chars, les officiers montent la garde pour l'éternité. Chacune des statues est différente de ses voisines. Non seulement les hommes sont reproduits grandeur nature, mais tous les visages ont des traits propres. La garde personnelle de l'empereur semble figée ici depuis 2000 ans, attendant le signal de l'assaut. Devant cette magnificence, les chercheurs se mettent à rêver. Que contient le tombeau de l'empereur? La mégalomanie du despote est effrayante. Pourtant, ce dictateur implacable craignait une chose. Qin Shi Huangdi a toujours été obsédé par la mort. Il a envoyé, par exemple, des émissaires auprès des immortels censés posséder l'élixir d'immortalité, par exemple. Mais aussi, dès le début de son règne, il a convoqué des travailleurs forcés, plus de 700 000 personnes, à la construction de son futur tombeau, qui, pour vous donner une idée, qui en volume a un volume supérieur à celui de la plus grande pyramide d'Égypte. Le tombeau lui-même n'a pas encore été ouvert. On en connaît la description toujours par cet historien chinois qui en fait un récit qui fait rêver. Ce tombeau est conçu comme un immense palais souterrain, mais aussi une copie, un microcosme du monde. Qin Shi Huangdi aurait voulu qu'il soit représenté le ciel, il y aurait eu une voûte avec une représentation des étoiles, du monde céleste, mais aussi les 100 rivières faites en mercure, des systèmes un mobilier d'une richesse extraordinaire, des systèmes de protection très sophistiqués avec des arbalètes, des flèches automatiques qui seraient déclenchées à la moindre tentative d'effraction. Et ce mausolée
n'a pas encore été fouillée. Des sondages ont montré qu'il y avait une teneur en mercure très importante à proximité, mais pour l'instant, peut-être pour garder la magie de cette, de cette description, seul le parc funéraire et les fosses qui sont autour ont été fouillés. Mais le tombeau lui-même garde encore tout son mystère. Août 1998, au pied du mausolée cette fois, les archéologues réalisent une nouvelle découverte. Shi Huangdi n'a rien laissé au hasard. À côté de ses troupes se trouvait une véritable armurerie. Mais les fouilleurs vont de surprise en surprise. Là où ils pensaient ne trouver que quelques pointes de flèches, ils découvrent un arsenal. Parmi les armes gisent des armures d'une facture exceptionnelle. Personne n'en a jamais vu de la sorte. Elles sont en pierre. Cette pièce d'armure utilisée pour la hanche est finement travaillée. Elle a été conçue pour épouser les courbes du corps humain. Aujourd'hui, en utilisant nos propres technologies, nous mettrions plus de 100 jours pour faire une armure de la sorte. D'après la taille du site, nous estimons qu'il y a ici 500 armures complètes. Imaginez le travail qu'a dû représenter leur fabrication et la difficulté que cela a dû être pour les ouvriers. Une armure complète comporte 612 ardoises taillées pour s'ajuster parfaitement les unes sur les autres. Chacune d'entre elles est finement polie et ne mesure que 8 mm d'épaisseur. L'ensemble des plaques est joint à l'aide de chaînes de bronze. Bien sûr, aucun combattant de cette époque ne portait d'armure de pierre. Les soldats de l'empereur étaient bardés de fer et de cuir, mais le souverain voulait avoir la certitude que cet arsenal ne serait pas corrompu par le temps et les infiltrations. Seule une armée de terre cuite, immortelle et souterraine, pouvait revêtir ces costumes d'apparat. À travers les regards fixes de ces 8000 guerriers, c'est la puissance d'un empire que l'on devine. Car Shi Huangdi va structurer un pays auquel les Tsin donnent leur nom. La Chine est née. L'empereur édicte des lois, unifie les systèmes de poids et de mesures, fait réviser l'écriture et crée l'impôt sur le revenu. Sur les marges du Nord, des centaines de milliers d'ouvriers débutent un chantier gigantesque sur plus de 2400 km, une grande muraille destinée à rejeter les hordes de cavaliers barbares. La Chine exclut et devient le pays au centre du monde, le Zhongguo, l'empire du milieu. Une légende a longtemps circulé dans la plaine du Guanzhong. Shi Huangdi, prince bâtisseur, y aurait fait construire un barrage colossal surnommé de Zhenguokou. Le professeur King de l'université de la province de Shaanxi a arpenté la plaine mètre après mètre. Il a remonté le cours du fleuve et du temps. C'est ici, vous voyez, juste là. La structure vient couper le lit de la rivière, de part en part, et voilà le cours de la rivière. Sur le terrain, le professeur King a retrouvé des levées de terre apparemment construites par l'homme. Le matériau utilisé ressemble au lœss et pour lui, il ne fait aucun doute que ces structures ont été édifiées en utilisant la méthode Banzhou. Ces murs auraient 2000 ans et seraient les vestiges d'un énorme barrage. Regardez par là. Vous pouvez voir une partie de ce qu'il reste de la digue. Après 2200 ans, la digue s'est effondrée et c'est tout ce qu'il reste.
Mais à l'époque de sa construction, la digue se poursuivait dans cette direction, traversait la rivière, passait directement par l'endroit où nous nous trouvons maintenant et se poursuivait jusqu'à l'autre côté. En d'autres termes, cette digue stoppait net le cours du fleuve et servait d'énorme barrage. La légende n'en était pas une. Shi Huangdi a dompté les fleuves et fait construire des canaux. Le chantier de ce barrage avait dû mobiliser des milliers de personnes. L'ouvrage achevé s'étendait sur plus de 2,5 km et mesurait plusieurs dizaines de mètres de haut. Derrière la levée de terre pilée s'étendait un lac dont l'eau irriguait les plantations de toute la plaine. Les qualités du lœss et l'utilisation d'outils en fer ont permis l'édification de ce gigantesque monument dont les vestiges demeurent impressionnants. La terre des premiers paysans chinois, plusieurs milliers d'années avant Shi Huangdi, servait encore à l'édification des joyaux de l'Empire. Avec Shi Huangdi, premier empereur de Chine, c'est une civilisation millénaire basée sur un État théocratique et autoritaire qui s'installe. Elle durera jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais quel héritage Shi Huangdi a-t-il légué à ses successeurs? Ce premier empereur a d'abord créé un nouvel ordre après le chaos, qu'il a créé aussi toute la structure administrative de ce qu'allait devenir la Chine par la suite, avec une division en préfecture, en district, l'unification des systèmes d'écriture, des routes, une unification des poids, des mesures, donc qu'ont été mis en place en fait tous les éléments fondateurs d'une nouvelle phase de civilisation qui a été reprise ensuite par les Han, la dynastie suivante, et puis par d'autres dynasties, mais qu'on a là en germe, en tout cas, les principaux fondements de cette civilisation chinoise de la Chine d'aujourd'hui. Désormais, la Chine est unie du nord au sud, des montagnes vertes du Sichuan au plateau désertique du nord. C'est à partir du lœss qu'une partie de l'épopée de la Chine s'est écrite. Aujourd'hui, le pays compte plus d'1 milliard d'habitants. Par une étrange ironie de l'histoire, les Chinois modernes retournent vers les montagnes jaunes du nord. Ils y plantent des arbres. Régulièrement, des villages entiers reboisent les hauts plateaux avec des abricotiers, une espèce résistante aux conditions climatiques terribles de cette région. Dans le froid, sous les assauts des vents violents qui tentent de leur arracher leurs terres, ces hommes, ces femmes et ces enfants luttent pour redonner à ce paysage l'aspect qu'il avait il y a plusieurs milliers d'années. Les moyens sont toujours dérisoires, mais quelques pelles suffisent à ces chantiers car la force des peuples réside d'abord dans une volonté commune. Un jour, peut-être, ces montagnes seront couvertes d'arbres en fleurs. « 4000 ans ont passé, 4000 années de développement, de guerre, de dictature et de révolution. Aujourd'hui, la civilisation chinoise est à la fois éloignée et très proche de ce passé. Résolument tournée vers l'avenir, c'est encore le souvenir des temps anciens qu'elle retrouve sur son chemin. Mais la force de la Chine réside dans sa capacité à s'unir pour surmonter les obstacles.
4000 ans d'histoire tumultueuse ont appris aux Chinois à se souder pour faire face. Tout se passe comme si la magie du temps avait permis à tout un peuple d'acquérir les qualités de la terre dans laquelle il plante ses racines, la terre jaune de la Chine du Nord, le Leuce millénaire.